à la fois sous l'angle occidental et oriental, asiatique, puisqu'on est dans un café Tao. La phrase vient d'un Américain, Mark Twain, Tom Sawyer, c'est son œuvre la plus connue. Mais ça aurait pu, on aurait très bien pu trouver cette phrase dans la bouche d'un Chinois, par exemple. Bon. Parce qu'en matière de dépassement de soi, les Asiatiques sont très forts. Alors c'est vrai, notre poète qui clamera son poème à la fin du Café Tao, nous faisons remarquer que la phrase originelle était au singulier, là on l'a mise au pluriel. Les accents ayant toujours tort, c'est pas moi qui ai mis le pluriel, mais c'est la personne qui a fait l'affiche, qui est d'ailleurs, il a fait l'éléphant. C'est vrai qu'il fait quelque chose d'impossible cet éléphant. C'est un éléphant funambule. Quoi. Sur la corde de raide. Oui, sur la corde de raide, c'est le cas de dire. Donc, mais finalement, comme on va parler d'Asie, le collectif est important en Asie, donc le pluriel peut s'expliquer par le Tao. Voilà. C'est comme ça qu'on peut... Bon. Donc moi je trouve qu'au pluriel, ça va très bien aussi. Alors, c'est un mot célèbre, effectivement. Alors, en tant que Français, on pense forcément à la devise de Napoléon qui disait « Impossible n'est pas français ». Voilà. Un mot très fort de Napoléon. Parce que Napoléon n'était pas qu'un conquérant, il avait sa dimension intellectuelle. Passionné de science. Et de temps en temps, il avait quelques bons mots philosophiques. Notamment ce fameux « impossible n'est pas français », parce qu'évidemment, ça a marché quelque part. Enfin, ça a marché un certain temps. La Russie est passée par là. Bon, le froid russe, le général Hiver, comme on dit, en ce moment, on est servi à ces niveaux-là, a eu raison de cette devise napoléonienne. Mais effectivement, le mot « impossible », quelque part, il nous bloque, il nous coince. C'est un mot qu'on n'aime pas, quelque part. Quand quelqu'un dit « c'est impossible ». Je veux devenir, je ne sais pas, moi j'ai parlé tout à l'heure avec une étudiante qui aurait voulu être archéologue et puis on lui a dit c'est impossible. Et elle a dit c'est dommage, elle en a souffert parce qu'on lui a dit il y a tellement peu de débouchés, alors c'est une vocation magnifique. Évidemment tout le monde ne peut pas être Indiana Jones, mais vous voyez c'est un peu dommage parce que des jeunes qui veulent faire des choses original, archéologue ou autre chose, on leur fait comprendre que non, il vaut mieux faire un BTS voilà, en alternance, il y a plus de débouchés. Voilà, c'est un exemple. Je vais commencer par la référence occidentale, ensuite je prendrai la référence orientale, enfin les références avec les auteurs toujours, et puis je ferai ma petite synthèse, Orient-Occident, c'est un peu ma tradition dans le Café Tao. Alors, pour aller dans le sens de Mark Twain, de la phrase de Mark Twain, on peut donner de nombreux exemples de gens. Enfin, ce qui m'intéresse déjà dans cette phrase, c'est que il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc il y a de l'ignorance. Comme dirait Nicolas de Cuse, grand spiritualiste médiéval, il y a la docte ignorance. L'ignorance, ça peut être un pouvoir, ça peut être une force parfois. Parfois, il vaut mieux pas savoir. Il aurait mieux valu, comme dirait Sigmund Freud, que Oedipe ne sache pas que l'homme qu'il a tué et que la femme avec qui il a fait l'amour, que l'homme qu'il a tué c'était son père et que la femme avec qui il a fait l'amour c'est sa mère. Ça lui aurait évité de se crever les yeux. Bon, c'est pas rien. Bon, parfois il vaut mieux ne pas savoir. L'ignorance peut être une force, l'inconscience peut être une force. Je parlerai presque plus d'inconscience, j'ai cité Freud, justement. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Là, je prends pour l'instant la phrase telle qu'elle m'apparaît. Spontanément, effectivement, il vaut mieux ne pas savoir que c'est impossible. Alors, s'ils l'ont fait, c'est que c'était pas impossible, mais tout le monde leur a dit certainement, à ces gens, je ne sais pas qui, ça peut être vous, ça peut être moi, n'importe qui, on vous dit c'est impossible, et vous allez être têtu, vous allez vous entêter, on va dire vous êtes fou, vous passez outre, tant pis si on me prend pour un fou, je vais le faire. Le gars qui part de zéro, qui devient milliardaire, c'est plein d'histoires comme ça, qui commence à vendre des... j'ai un exemple, effectivement, d'un ami de mon frère, qui a fait fortune dans le recyclage, l'écologie d'aujourd'hui, première entreprise de recyclage en Europe. Son père avait commencé à ramasser des vieux chiffons et les revendre. Comme ça, il a fait son... avec la volonté, il a eu la chance, etc. Donc c'est des belles histoires que les Américains aiment bien. Je rappelle que Mark Twain est américain, de réussite économique. Alors c'est pas celle, effectivement, moi, qui m'intéresse le plus, c'est la réussite économique. Pour ceux qui le connaissent, vous vous en doutez.
même si je ne suis pas non plus dans la condamnation ou la culpabilisation de la réussite. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la survie, l'impossible au niveau de la survie, par exemple. Et c'est là où je citerai un auteur français que j'aime beaucoup, Saint-Exupéry, Terre des Hommes, le fameux Guillaumin, qui a survécu d'un crash d'avion, c'est basé sur une histoire vraie, je crois que c'est dans les Andes, et il a marché énormément pendant des centaines de kilomètres, et normalement il était condamné à mort, quoi. Il n'avait rien à manger, rien à boire, enfin, il avait une volonté extraordinaire, et il a réussi à redescendre dans la vallée et à être sauvé. Et donc là, effectivement, pour Guillaumin, on peut dire, alors Guillaumin a cette phrase extraordinaire, ce que j'ai fait, aucune bête n'aurait pu le faire. C'est intéressant qu'il parle de bête, d'animal. Et je crois que c'est vrai. Je vais expliquer pourquoi. Il me semble que c'est vrai. En tout cas, là, ça fait penser à la phrase, effectivement, de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Alors, on retrouve le singulier, effectivement. Il l'a fait parce que, alors, évidemment, il était le seul survivant, où il y a peut-être eu des blessés graves, malheureusement, il n'a pas pu les sauver, qu'importe. Lui était suffisamment encore, il était blessé, mais pas très gravement. C'est un miraculé, comme on dit, on ne sait pas pourquoi, il a été choisi pour ça, pour raconter une belle histoire. C'est dans Terre des Hommes de Saint-Exupéry, une lecture de l'adolescence. Hein. Je ne me souviens plus très bien du roman, mais je sais juste que c'est un très beau roman, très humain. Aucune bête ne l'aurait fait, parce qu'en fait, l'animal, il a un instinct de survie, effectivement, mais il a un instinct. Et l'homme, il a une liberté irrationnelle, la liberté humaine. Là, je vais un peu critiquer Spinoza qu'on a encensé le mois dernier, c'est ça aussi la pensée. Le déterminisme absolu, effectivement, c'est quelque chose qui nous freine. Si on se dit tout est écrit à l'avance, comme dans l'histoire d'Oedipe, justement, on va se mettre des barrières. La liberté, c'est extraordinaire. On ne sait pas si ça existe vraiment. C'est extraordinaire d'y croire, parce que ça casse les barrières. On se dit, mais oui, on est des êtres libres. La liberté, c'est irrationnel, effectivement. Je ne peux pas l'expliquer. Le déterminisme est plus rationnel que la liberté. La nécessité est plus rationnelle. De dire à toute cause correspond un effet. Mais parfois, même en physique, hein, je fais une petite parenthèse, notre ami physicien n'est pas là ce soir, petite parenthèse physique, la physique quantique a bien montré que même dans la matière, il y a de l'aléatoire. Hein, une particule, on ne peut pas prévoir complètement son parcours. Les Heisenberg et Niels Bohr ont montré que Einstein s'était trompé. Einstein était un génie, mais il s'est quand même trompé sur le déterminisme. Parce qu'un scientifique, il a toujours des préjugés philosophiques aussi. Hein. Et notamment, Einstein avait des préjugés spinozistes. Bon, ben, aujourd'hui, on est d'accord pour dire que Einstein s'est trompé, il l'a reconnu, il a mis du temps à le reconnaître d'ailleurs, mais il a fini par reconnaître son erreur avant sa mort, pour la petite histoire. Mais c'était difficile à avaler pour lui quand même. Ça revient toujours à cette phrase de Mark Twain. Effectivement, d'un point de vue scientifique, il est impossible. Ce qu'a fait Guillaumin, par exemple, pour cet exemple, hein, le personnage du roman de Saint-Exupéry, il sait sur un plan humain, c'est impossible. Et on a des histoires comme ça, il y a des guérisons de maladies incurables qui sont impossibles, comme récemment cette femme qui est guérie d'une paralysie réelle, hein, c'était pas juste psychosomatique, hein, c'était pas Anao, hein, Freud a réussi à la guérir grâce à la psychanalyse, c'était une paralysie liée à son hystérie, donc effectivement là on ne va pas dire que c'est un miracle, hein, et Freud a refusé le mot de miracle, hein, parce que les gens disent « Ah, vous avez fait un miracle, monsieur Freud ?» Non, pas un miracle, c'est la technique de la psychanalyse, cure par la parole. Par contre, cette sœur, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui a été reconnue d'ailleurs par le Vatican comme un miracle, elle était vraiment handicapée lourde, hein, c'était physiologique, c'est pas juste psychologique. Donc là, on dit que c'est un miracle, c'est pas ce que c'est, comment c'est pas ce que c'est, on dit que c'est un miracle. Effectivement, là, c'est de l'impossible, mais elle ne savait pas que c'était impossible. D'ailleurs, elle dit d'ailleurs que quand elle est allée à Lourdes, cette sœur, exemple, elle n'a pas demandé de guérir, elle a juste demandé qu'elle la puisse accepter son handicap davantage. Donc voilà, c'est même assez touchant comme prière. Elle ne demandait pas l'impossible justement, mais l'impossible en quelque sorte a été réalisé. Parfois, c'est vrai, ça peut aussi être une question qu'on se pose, peut-être que l'impossible, on peut réaliser l'impossible quand on ne le demande pas forcément, paradoxalement. Dans le lâcher-prise, et là on m'approche de la pensée asiatique, sur laquelle je vais venir maintenant, puisqu'effectivement, si vous prenez en matière d'impossible, alors c'est pas un impossible radical sur le plan scientifique, mais ça semble quand même impossible,
vous avez quand même des moines du Tibet, par exemple, je vais prendre l'exemple des moines du Tibet, qui réalisent des choses qui nous semblent impossibles. La lévitation, ça me semble impossible, et pourtant c'est avéré, c'est réalisé. Alors, ils ne vont pas s'envoler à 1000 mètres d'altitude, hein. Ils se lèvent un petit peu. La bilocation, ça nous semble impossible. Hein. Un personnage qui est à 2 endroits à la fois, il ne faut pas les hologrammes, hein. C'est pas comme certains hommes politiques maintenant, comme Mélenchon, qui avait son hologramme à Lyon, qui faisait un discours à Paris, ou c'était le contraire. Bon, là c'est la science qui le permet. Mais la technique. Être à 2 endroits à la fois, c'est peut-être une projection astrale, c'est peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est pas forcément complètement irrationnel. Ou alors, là c'est encore plus explicable, le fameux tumo, il paraît que les moines tibétains, ils peuvent rester très longtemps dans la neige, à -40, sans avoir froid, presque nus, parce qu'ils vont convoquer une chaleur intérieure, grâce à la méditation. La méditation permet de faire des miracles. Donc justement, du point de vue bouddhiste, hein, je parle du bouddhisme maintenant, du point de vue bouddhiste, le fait de penser qu'une chose est impossible la rend effectivement impossible. Il y a une création de conscience très importante. J'ai appris récemment par un moine bouddhiste chinois que on nous avait demandé, personne n'a trouvé la réponse parce que le mot était anglais, quel est le mot central dans le bouddhisme? On pourrait dire lâcher prise, moi j'avais dit lâcher prise, lui c'est pas très loin. Awareness. Awareness, ouais. Bravo, abonnez-moi, puisque tu étais là. Awareness, alors ça fait sourire parce que ça fait penser à JCVD, Jean-Claude Van Damme. N'arrêtez pas, on se moquait de lui, to be aware. Bon, évidemment, il avait écrit un peu ses cours de bouddhisme. D'ailleurs, il a réalisé l'impossible aussi, parce que quand on raconte son histoire, il sortait de sa Belgique avec un accent belge terrible en anglais. Il va à Hollywood. Il paraît qu'il est resté plusieurs jours et nuits devant le studio d'Hollywood parce qu'il voulait absolument avoir le rôle. Et puis, bon, bah, il n'était pas trop pistonné, c'était un belge, je ne sais pas, alors les petits papiers. Il avait les physiques pour lui, hein, c'était la physique. Et finalement, il a eu le rôle, hein, des rôles de Castagne surtout, mais bon, il a réussi à devenir un acteur célèbre. Hein. Il a gagné des millions, etc. Bon. Donc là, on peut dire effectivement, et on se moque de lui parce que, mais je pense que c'est un faux naïf, hein, il donne une image de naïveté qui est quelque part touchante, c'est un homme intelligent en réalité, mais il en joue. Hein, mais en fait, c'est vrai que quelque part, il ignorait, il était dans l'ignorance que c'était impossible, alors il l'a fait. C'est un bon exemple de l'inconscience qui peut ouvrir des portes. Vous pourrez multiplier les exemples, hein, pour rester dans l'exemple américain, vous avez le film célèbre Forrest Gump, le gars très naïf, hein, c'est l'idiot de Dostoïevski un petit peu, et qui réussit tout ce qu'il entreprend parce qu'il est ignorant du danger, il sauve des vies parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il ignore le danger. C'est vrai, être inconscient du danger, ça peut être une force. Si vous êtes malchanceux, vous mourrez, évidemment. Si vous avez un peu de chance, mais sous une bonne étoile, comme on dit, ça peut aller très loin. Donc, première référence asiatique, effectivement, c'est le bouddhisme, avec cette idée que par la pensée, on peut faire des choses extraordinaires. Par la force de la pensée, par la méditation, par le lâcher-prise, par l'arrêt du mental, le fait de laisser le mental de côté, parce que c'est le mental qui nous bloque. On se rappelle, on se souvient des gens qui nous ont dit, parfois c'est même nos parents, nos professeurs, tu es nul, tu n'y arriveras pas, etc. Combien de fois on a entendu ça? Quand vous avez un rêve, vous voulez faire quelque chose, vous allez dire non, tu n'y arriveras jamais, voilà, tu ne pourras jamais être un footballeur professionnel parce que tu n'es pas assez rapide, par exemple, c'est grave, ou autre chose, hein, tu ne pourras jamais tu pourras jamais gagner beaucoup d'argent parce que tu es nul en maths, etc. Bon, voilà, c'est des choses qu'on peut entendre, hein, et de nos parents, nos professeurs, ou même nos amis, qui vont nous bloquer. Et les bouddhistes de nous dire, tous les bouddhistes de nous dire, tout ça, mettez-le de côté. On ne peut pas préjuger des choses. Tout dépend de vous, de votre force de conscience. La foi soulève des montagnes, ça c'est du Christ, hein, on peut faire le pont entre les différentes religions. La pensée positive est une invention très lointaine des bouddhistes tibétains, qui a été reprise par les Américains, encore une fois, qui a fait la force aussi des États-Unis, hein, du pays qui a bien réussi très vite parce que justement ils n'avaient pas ces blocages que peuvent avoir les Européens, ce que les Américains parfois vont appeler la vieille Europe. Ils ont repris ça de Nietzsche, hein, qui fustige un peu cette Europe décadente, qui ne croit plus dans ses valeurs, qui est dans le nihilisme. Ça c'est un mal typiquement européen. Donc une nation jeune, elle est inconsciente, alors elle peut aussi faire beaucoup de mal. Hein.
Vous êtes dans l'inconscience de la jeunesse. L'enfant, on va l'aimer parce qu'il est spontané, parce qu'il pose des bonnes questions, parce qu'il est rafraîchissant. Mais le petit enfant, il peut aussi être cruel, il peut arracher des pattes aux araignées, les ailes de papillon, faire des choses comme ça. Ça, c'est un petit peu les jeunes nations. Je parlerai du Japon, qui est une jeune nation par rapport à la Chine et à la Corée. En Asie, c'est une nation très jeune en réalité. Mais au niveau occidental, la jeune nation, c'est la nôtre. Donc il y a des bons côtés de la jeunesse, mais il y a aussi des côtés cruels, il y a aussi des côtés très négatifs. Mais ce qui est important dans le message du bouddhisme, c'est que nous ne devons pas être conditionnés par notre mental qui va toujours nous bloquer, nous limiter. Et ça va être repris effectivement par la pensée positive. En France, vous aurez la méthode Coué, hein, je ne vais pas confondre avec Coué. Bon, c'est un petit jeu de mots de la part de l'animateur radio. Coué, Émile Coué, hein, on a célébré son centenaire il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 10 ans, en 2008, puisqu'il est né en 1908, qui disait plus vous allez vous dire que vous allez réussir, plus vous allez réussir. C'est pas impossible, il y a une possibilité, même s'il y a peu de chances d'y arriver. Ça va être les exploits sportifs, les exploits humains, les exploits intellectuels, quel que soit l'exploit, les exploits héroïques, militaires, etc. Et donc du coup j'en viens à ma deuxième, alors on pourra y revenir dans la partie débat, hein, je ne vais pas être trop long sur chaque référence. La référence majeure, je dirais, avant ma conclusion nietzschéenne, on va dire, ça sera Mishima, qui est d'ailleurs un grand lecteur de Nietzsche, entre autres, grand admirateur de la littérature française aussi, du romantisme français, de Flaubert, il a lu tout Flaubert. Mishima, ce japonais, qui est un admirateur de l'idéal samouraï, qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle Le Japon moderne et l'éthique samouraï, qui est mort aussi de manière célèbre par un harakiri en direct, en mondiovision, puisqu'il avait convoqué la presse pour mettre en scène son suicide. Donc lui ne supportait pas l'impossible, il est né dans une famille de classe moyenne. Son père voulait qu'il fasse des études de droit, lui il adorait la littérature, puis son père lui a dit, il en a voulu d'ailleurs mortellement à son père l'a un peu cassé en disant tu n'y arriveras jamais, tu es un nul, fais du droit, comme ça au moins tu auras un boulot d'avocat ou de magistrat, ou voilà, un boulot juridique quoi. Il a d'ailleurs abandonné la fac de droit pour se lancer dans la littérature, alors sans le sou quoi. Son père lui en a voulu, il a quasiment déshérité, enfin il lui a pas donné d'argent en tout cas, il a été obligé de faire des petits boulots, tout ça. Et c'est devenu un des plus grands écrivains japonais au monde, et puis un écrivain qui est toujours très très lu. Il a cru en son étoile. En plus, lui était dans une admiration de la force des samouraïs, alors qu'il était plutôt chétif, petit, pas très costaud, un peu maladif. Alors il est allé dans des salles de musculation pour se faire un corps musclé. Il a même fait du cinéma. Il est plein de paradoxes, en même temps nostalgique du Japon militariste. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec lui hein, sur ce plan-là. Il a soutenu Hirohito, etc. après coup. Il a d'ailleurs été très mortifié de ne pas être... il était très jeune à ce moment-là, hein, mais de ne pas avoir pu aller dans l'armée japonaise. Il était considéré comme très jeune, puisqu'il est né en 1925. Donc vous voyez, il aurait pu, hein, remarquer, il avait 18 ans, mais il était chétif. Voilà. Il n'a pas été pris dans l'armée japonaise. Ça l'a marqué, ça l'a traumatisé. Il aurait voulu, alors il serait certainement mort, hein, comme un tas de japonais, ou peut-être. Bon. Il n'a pas supporté, il le dit très bien dans le Japon moderne et l'éthique samouraï, la capitulation du Japon contre les bombes américaines, une horreur sans nom. Il en a même voulu au peuple japonais de ne pas protester plus que ça contre l'horreur américaine, en disant mais oui, pour lui c'était une sorte de lâcheté, en quelque sorte. En tout cas, c'était un traumatisme très fort. Et il a reproché surtout au Japon d'avoir trahi les idéaux militaires, héroïques, donc, en devenant des capitalistes, des premières nations capitalistes au monde, qui a cherché à rivaliser avec les États-Unis sur le plan de l'économie. Alors, miracle japonais économique, mais pour lui, c'était dû à une prostitution avec la décadence occidentale, avec une américanisation du Japon qu'il n'a pas supporté. Et donc, il a exalté l'idéal samouraï. L'idéal samouraï, c'est quoi? C'est un idéal héroïque, de se battre jusqu'à la mort. Et si jamais vous avez été lâche, parce que ça peut être humain, il y a le côté animal chez l'homme. Hein. L'animal, quand il est en danger, d'abord il se défend. Quand il ne peut plus se défendre, c'est pour ça qu'on dit qu'un animal, il ne faut jamais le coincer, parce que là, il peut devenir très dangereux. Même le rat peut être très dangereux s'il est coincé, il va vous sauter à la gorge. Toujours laisser un échappatoire à l'animal, il va fuir. L'animal va fuir.
Henri Laborie, qui s'est beaucoup étudié les rats d'ailleurs, ce comportement, ce scientifique, avait écrit un éloge de la fuite, c'est assez intéressant, mais qui est complètement anti-mishimien. Mishima, il n'a pas connu, mais il aurait dit oui, mais ça, c'est vraiment la lâcheté occidentale typique, quoi, de faire l'éloge de la fuite. Comment peut-on faire l'éloge de la fuite? Ben, disons qu'on peut défendre aussi Henri Laborie contre Mishima. Moi, je ne prends pas parti. Ici, j'ai une certaine admiration, on va dire, intellectuelle pour Mishima. Il écrit très bien. Je trouve que c'est intéressant, mais je ne vais pas cautionner tout ce qu'il dit, évidemment, parce que c'est, comme on dit, c'est très extrémiste. Hein. Il a une réputation d'ailleurs de fasciste encore aujourd'hui au Japon. Mais en tout cas, on peut comprendre aussi cette espèce d'admiration pour cet idéal de noblesse du samouraï. On a tous vu des films de samouraï, comme Le Dernier Samouraï, et puis on se dit oui, c'est quand même beau, même si c'est tragique, même si c'est suicidaire, même si on ne va pas le faire, quoi. Évidemment. Ça ne va pas être un exemple pour nous, hein, dans notre société. On va dire oui, quand même, c'est normal d'aimer la vie, de ne pas aller jusqu'à la mort, de ne pas être prêt à mourir pour nos idéaux. On a des idéaux, on se dit oui, mais jusqu'à un certain point. Mais Camus, Albert Camus, que j'aime beaucoup, disait « Aucune cause ne mérite un moindre goutte de sang ». On est complètement à l'opposé de Mishima. Peut-être que la vérité est entre les deux. Je ne sais pas si on peut dire comme Camus qu'aucune cause ne mérite un moindre goutte de sang, sinon on est vraiment dans la reddition d'emblée. Ce que d'ailleurs lui a reproché Sartre. Hein. Ce mot lui a été reproché par Sartre. Mishima, c'est l'autre extrême. Si vous avez été lâche, il faut vous donner la mort. Par harakiri, on sait que c'est très douloureux. Là, c'est un impossible qui est réalisé, un impossible de la souffrance, parce que le samouraï qui a échoué, qui a eu peur, qui a fui, enfin, il se donne la mort dans une souffrance atroce, et en fait c'est son meilleur ami, parfois son petit ami d'ailleurs, qui a le droit de lui trancher la tête pour abréger ses souffrances. Il souffre quand même pas trop. Il prouve qu'il n'a pas peur de la souffrance, parce que peur de la mort déjà, c'est trop facile, de ne pas avoir peur de la mort, c'est pas facile pour nous, mais pour les samouraïs, il faut même ne pas avoir peur de la souffrance physique. Il faut qu'ils prouvent, quand ils ont échoué, ils ont eu peur de la mort, une mort finalement qui aurait été plus douce, plus rapide en tout cas, sous l'épée de l'adversaire, ça va quand même assez vite en général, si on n'est pas blessé mortellement, si on est mort tout de suite. Se faire harakiri, c'est quand même autrement plus difficile. C'est une horreur. Et donc le fameux Mishima, on peut terminer sur lui, il a tellement honte, il va prendre sur lui finalement, parce que c'est pas quand même un tueur, il a été tenté de faire un coup d'état, mais ça a été un feu de paille, il a kidnappé à un moment donné un lieutenant, qu'il n'a même pas mis aux arrêts, mais le lieutenant, ça se voyait bien que c'était pas un méchant, il a fait semblant en quelque sorte de kidnapper, le lieutenant a même essayé de le faire mettre en prison, vous voyez, c'est quand même dingue, qu'il avait tenté un coup d'état dans une caserne du sud de Tokyo. Il s'était engagé volontairement dans l'armée japonaise, qui n'existait presque plus à cette époque-là, en 70. Et dans un jour de novembre 70, il avait 45 ans, il convoque la presse internationale en Mondiovision, un événement quand même. C'était la première fois qu'il y a eu un événement particulier qui est passé dans toutes les chaînes dans le monde. Hein. À l'époque, en France, on n'avait que 3 chaînes, hein, la 1, la 2 et la 3. On avait tout juste la couleur, je crois, en 1970, ça venait de venir. Et la plupart d'entre eux étaient peut-être trop jeunes pour voir cette émission à cette époque-là. Moi j'avais 4 ans, donc je ne me souviens pas. Et puis c'était pas à montrer aux enfants, j'imagine. Hein. On voit un gars qui se... On peut revoir des images, hein, même sur le net, vous pouvez revoir des images. Hein. Vous tapez émission sur Mishima, vous le voyez en train de se foutre son sabre dans le ventre, bien tourné. Et puis, bon. Ça fait l'audimat, ça c'est sûr. Et puis surtout pour lui, c'était pas son but évidemment, il avait vraiment envie de mourir parce qu'il supportait pas ce qu'était devenu le Japon. Il le dit très clairement dans le Japon moderne et l'éthique samouraï, 3 ans avant, vous voyez, c'est presque prémonitoire. Ces livres vont se vendre comme des petits pains. D'ailleurs, après 1970, les livres de Mishima vont même mieux se vendre que Victor Hugo en France, ouais, c'est pas peu dire. Hein. Maintenant ça s'est calmé, mais pendant une dizaine d'années, ces livres vont être ça se vend. Tout le monde va acheter du Mishima parce que tout le monde a vu les images, et puis on s'est dit oui c'est incroyable, il faut quand même lire cet auteur. Il y a parfois des auteurs qui font semblant d'être morts pour mieux vendre leurs bouquins, quoi. Qui se font kidnapper, enfin des histoires comme ça, des romans, des films. Mais ils font semblant les Occidentaux en général. Voilà. Faites semblant de me tuer, comme ça je vais peut-être être plus célèbre. Parce qu'évidemment, on a toujours un peu un respect pour les morts, il y a une aura pour les morts, surtout si leur mort est spectaculaire, comme l'a été celle de Mishima. Là aussi, pour moi, c'est
une illustration de ce mot de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait, puisque Heidegger dira de la mort que c'est l'impossible possibilité, ou la possibilité impossible. Ça, c'est de Heidegger. Je ne vais pas chercher à expliquer cette phrase de Heidegger, mais pour Heidegger, moi aussi je vais l'expliquer un tout petit peu, mais l'impossible possibilité, la possible impossibilité, impossible possibilité parce que personne peut accepter sa mort, ça nous semble impossible qu'on meure, on le sait rationnellement, mais on ne veut pas le voir, et en même temps, c'est toujours une possibilité, parce que Heidegger dira, dès qu'on est, on peut mourir, effectivement, on peut mourir à n'importe quel âge, on ne veut pas y penser. Donc l'impossible, c'est pas que du positif, notre mort nous semble impossible, et pourtant, d'ailleurs, on dit parfois, quand un être cher disparaît, dans la force de l'âge et tout, d'une maladie fulgurante, autre chose, dans l'accident, on se dit, ça me semble impossible, quoi, c'est pas possible. Effectivement, l'impossible peut aussi être un sentiment négatif. Impensable. L'impensable, on dit aussi l'impensable, mais parfois on dit, ça me semble complètement impossible ce qui est arrivé. Tellement c'est horrible, quoi. Donc c'est dans les deux sens. Là, je pense que Mark Twain, il a privilégié l'aspect positif de la phrase, et je reviendrai avec un exemple de Palo Alto, l'école de psychologie californienne. Vous voyez, je navigue bien entre l'Orient et l'Occident, l'extrême-Orient avec le Japon et l'extrême-Occident avec la Californie. Les extrêmes se rejoignent quelque part. Après tout, la Californie, c'est aussi un endroit où il y a eu beaucoup de suicides assez célèbres, notamment de sectes apocalyptiques, des suicides collectifs. La Californie, c'est un pays de l'extrême un petit peu aussi. Il y a d'ailleurs un taux de suicide assez élevé aussi en Californie. Au Japon aussi, évidemment, parce que c'est culturel, il y a une valorisation du suicide qui fait qu'il y a un taux de suicide plus élevé que même qu'ailleurs en Asie. Enfin, en Extrême-Orient, en général, il y a une culture, effectivement, qui valorise cette impossible possibilité qu'est la mort qu'on va se donner à soi-même. Mais ne soyons pas trop morbides, je vais évoquer quelque chose de plus positif. Justement, il y a une moto qui trône ici. Alors, je vais prendre un exemple d'un motard de l'école de Palo Alto, c'est Václavic, un psychologue américain de l'école de Palo Alto, c'est près de San Francisco, qui traitait des gens qui avaient des problèmes psychologiques très graves, voire incurables, notamment des agoraphobes. Traitait un agoraphobe ou des claustrophobes. Là, c'est un agoraphobe, souvent on est les deux. On est agoraphobe, on est aussi claustrophobe. Les gens qui ont peur des ascenseurs, d'être dans des espaces trop clos, ils vont aussi avoir peur de partir trop loin. J'ai un ami agoraphobe qui ça s'est stabilisé, mais je me rappelle un jour il est venu chez moi en moto, parce que du coup il est aussi claustrophobe, donc il ne peut pas être dans une voiture, dans un train, il est obligé de faire que de la moto. C'était 3 km, il dépassait sa limite. Normalement il travaille juste à côté de chez lui, il habite à Crénavicette, vous voyez, Crénavicette-Vincennes, ça fait un peu plus de 3 km par le périph'. Il a eu une crise d'angoisse terrible. Quand il est arrivé chez moi, il s'est évanoui, il était tout blanc, je savais pas trop quoi faire, je lui ai donné un peu d'alcool fort, ça allait mieux. Il est né comme ça ou c'est... Oui, c'est depuis, non, c'est lié à très jeune, ça a commencé très jeune, c'est lié au divorce de ses parents, il a fait plein de psychanalyse, il n'y a rien qui vraiment ne marche. Il a appris à vivre avec ça en fait, voilà sa solution qu'il a trouvée. Alors je lui ai parlé de cette solution qui avait sauvé un homme qui voulait se suicider parce qu'il était agoraphobe. Alors c'était un autre tempérament, tout le monde n'est pas suicidaire. Vous avez dit un coup de suicide ce soir. Bon, mais ce gars-là, il était irrécupérable pour ce psychologue et il me dit j'en peux plus, je ne peux plus bouger. C'est quelqu'un qui aimait l'aventure et tout, il était agoraphobe et il faisait de la moto parce qu'il ne peut plus bouger que par moto ou marcher évidemment, mais juste à côté de chez lui. Et donc il disait, alors le psychologue prend un risque, de toute façon comme il n'y a rien à perdre, il est suicidaire en même temps, en plus d'être agoraphobe. Il dit, tentez une chose avant de vous suicider, faites-moi cette promesse, il insiste, prenez votre moto, de toute façon vous voulez vous suicider, alors prenez votre moto, vous dépassez les 2 ou 3 km habituels, parce qu'après les 2 ou 3 km il y a une crise d'angoisse, il ne peut pas aller plus loin, c'est comme ça. Vous les dépassez, si jamais vous avez une crise d'angoisse, vous défoncez un arbre ou voilà, vous prenez un pylône, enfin qu'importe, vous vous tuez quoi, en moto, en allant très vite. Ou alors, on ne sait jamais, peut-être que vous allez dépasser votre problème. Ça a marché. Alors, ça ne marche pas tout le temps. Il a pris un risque, le fameux motard en question, il a franchi les 3 km, les 2 ou 3 km, fatidique normalement. Il a eu un peu d'angoisse, mais il a surmonté, il a continué, il est guéri de son agoraphobie.
Alors j'ai raconté ça à mon ami, il m'a dit, oui, mais bon, ça marche peut-être pas à tous les coups. Et puis moi, je suis pas suicidaire, en plus, oui, c'est vrai. Donc il a plutôt choisi une solution en douceur, l'acceptation de son handicap, et finalement, il est heureux, il est épanoui, il n'est pas malheureux, quoi. On peut très bien vivre sans bouger, quoi, sans aller loin, sans voyager. Bon, c'est dommage, ça, mais on peut s'y habituer, quoi. Il y a pire, quoi, dans la vie. Bon. Et il nous dit, d'ailleurs, il y a des gens qui sont dans des fauteuils roulants, lui, au moins, il peut marcher, il peut même un peu faire de sport. Oui, bah oui, c'est Stephen Hawking, voilà. Très bon exemple. Bah voilà, justement, merci. Stephen Hawking, bah oui, un exemple d'actualité. Voilà, bah oui, c'est incroyable, son histoire, hein, Stephen Hawking. Hein, la maladie de Charcot, qui est mortelle au bout de 3 ans. À 20 ans, il apprend ça. C'est complètement fou. Il vient de rencontrer l'amour de sa vie, en plus. Il y a de quoi se flinguer, quoi. Mais comme il sait qu'il est très doué pour la science, il est déjà un grand scientifique à 20 ans, hein, il a déjà fait des découvertes, il veut continuer, je pense que c'est ça qui va lui permettre une sorte de résilience et de dépasser son handicap. Enfin, il a son handicap, mais il va continuer à écrire en clignant de l'œil avec un ordinateur. Mais c'est une vie quand même très dure humainement, hein, et c'est de l'héroïsme. Hein. Je pense qu'à la limite, on l'admire peut-être même encore plus pour son héroïsme de vie que pour ses découvertes scientifiques qui sont intéressantes. Mais on a redit récemment que ce n'était pas non plus complètement révolutionnaire. C'est très intéressant sur les trous noirs, hein, tout ce qu'il a écrit. Mais il a beaucoup repris Einstein, donc très grand scientifique, mais voilà. Mais finalement, on l'admire même plus pour son exemple de vie que pour ses découvertes scientifiques, à la limite. Comme le montre très bien le film, hein, sur la brève histoire du temps, c'est un best-seller. En fait, son génie aussi, c'était d'avoir su vulgariser l'astrophysique, c'est compliqué, donc il a su la rendre accessible à un grand public cultivé, on va dire, hein, comme nous le sommes ici. Et dernier point, avant de vous laisser la parole, j'avais promis un petit passage par Nietzsche. La volonté de puissance nietzschéenne, la doctrine du surhomme nietzschéen, c'est une doctrine du dépassement de soi, parce que finalement, cette phrase de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, c'est quand même une phrase qui va dans le sens du dépassement de soi, un éloge du dépassement de soi. Or, pour Nietzsche, justement, le dépassement de soi, c'est la caractéristique principale de ce qu'il appelle le surhomme ou le surhumain, parce que le surhomme, c'est le Übermensch en allemand, hein, c'est un œuvre. D'ailleurs, Nietzsche n'était pas loin de voir dans Lou Salomé une image du surhomme au féminin, donc du surhumain, parce que c'était une femme d'une intelligence extraordinaire, qui n'avait peur de rien, qui ne voulait pas chercher à avoir des enfants comme la plupart des femmes de son âge, de 20 ans, qui voulaient en quelque sorte, c'était la culture qui voulait ça, hein, trouver un bon mari. Donc il a admiré son côté vraiment extraordinaire. On voit d'ailleurs dans un extrait du film Lou Salomé qui est sorti le printemps dernier, à un moment donné, c'est la scène peut-être la plus forte du film. Il est sur une barque avec Lou Salomé, Nietzsche est sur une barque dans un étang avec Lou Salomé et son ami Paul Ray. Paul Ray, merci, un petit coup, Paul Ray. Et il fait chaud, mais ils sont habillés. Bon, à l'époque, on était toujours habillés, hein, on n'était pas en maillot de bain. Hein. Et puis à un moment donné, Lou Salomé, elle a chaud et elle plonge dans l'eau, tout habillée. Puis Nietzsche plonge avec elle, puis ils s'embrassent dans l'eau. Alors, je ne sais pas si cette scène a vraiment eu lieu, mais le film est. Hein. Et il dit cette femme est extraordinaire, quoi. Elle plonge dans l'eau tout habillée, quoi. On n'a que faire du conformisme social, en plus après quand elle ressort, il en rajoute, elle est, voilà, la robe un peu mouillée, c'est moulant, etc. Il y a un petit côté érotique, voilà. Donc Nietzsche était tout heureux, il dit c'est la femme de ma vie, et puis voilà. Malheureusement, évidemment, ça s'est mal passé par la suite, vous connaissez l'histoire, j'en parle beaucoup dans mon livre, je ne vais pas vous la raconter. Là, c'est une impossibilité qui n'a pas été surmontée, effectivement, hein, parce que leur amour semblait impossible, mais parfois ça marche quand même, là ça a marché, pour un tas de raisons, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et du coup, Nietzsche a dit, non, elle n'est plus le surhomme. C'est un peu décevant. Il s'est déçu lui-même, Nietzsche d'ailleurs, parce que finalement, à force d'être déçu par les uns et les autres, Salomé l'a déçu, parce qu'elle a reconnu son génie, mais elle n'a pas aimé l'homme. Et c'est vrai qu'il avait 20 ans plus qu'elle, mais c'est pas que ça, hein, parce qu'à l'époque c'était fréquent les femmes qui épousaient des hommes plus âgés. Simplement, elle voulait garder la relation de maître à disciple avec Nietzsche. Et le maître ne devait pas être l'homme intime, quoi, le mari. Elle a attendu 40 ans pour se mettre en couple avec un génie poétique, Maria Rainer Rilke, voilà, qui avait 20 ans de moins qu'elle. Ça a été une passion sulfureuse, avec des ruptures et des réconciliations. Elle avait 20 ans plus que lui, donc ouais, c'était une femme très moderne quelque part. En avance sur son temps, extraordinaire. Bon,
Et il y a eu ce malentendu avec Nietzsche. Et Nietzsche, finalement, s'est dit, puisque Schopenhauer m'a déçu, Wagner m'a déçu, Lou Salomé m'a déçu, d'autres qui l'ont déçu, vous voyez dans ces personnes-là des figures du surhomme, ce qu'il cherchait comme une incarnation du surhomme. Hein. C'est un idéal, mais en même temps une incarnation. Il s'est dit, pourquoi ça ne serait pas moi? Et il s'est déçu lui-même, là il a au moins cette honnêteté, parce que il dit, moi-même, je ne suis pas à la hauteur du surhomme, parce que j'ai du ressentiment, notamment contre qui? Contre les femmes, hein, comme par hasard. Pas que contre Lou Salomé, évidemment, il en a voulu de pas avoir voulu de lui, quoi, justement, comme la plupart des hommes, mais justement, il aurait dû se mettre au-dessus de la plupart des hommes, hein, au-dessus de la moyenne d'une certaine humanité, quoi, d'une certaine masculinité, en tant que surhomme. Bon, c'est difficile, mais c'est pas forcément impossible. Il l'a pas su le faire, au moins il l'a reconnu. Il en a voulu à mort aussi à sa sœur, Elisabeth Forster, qui trahira ses œuvres par la suite, ça il ne le savait pas encore, enfin il le pressentait, mais qui lui a bousillé sa vie amoureuse, hein, parce qu'elle-même était amoureuse de lui, de son grand frère, enfin il avait connu un qu'elle, et elle le suivait partout, et puis c'est elle aussi qui a contribué à la rupture avec Lou Salomé. Lou Salomé, c'est clair qu'elle n'aurait pas voulu se marier, qu'elle a refusé le mariage, son mariage de Nietzsche, mais elle aurait pu rester amie avec Nietzsche, et à cause de Elisabeth, Nietzsche, elle va même se disputer avec Nietzsche et rompre de manière brutale. Et donc sa folie peut-être est une réponse à cette impossibilité de réaliser l'impossible pour lui. C'est-à-dire de devenir le surhomme, parce qu'il partait quand même, il avait quand même des sacrés handicaps, hein, physiques d'une part, l'hérédité du père, hein, qui était mort d'une maladie cérébrale, la syphilis, effectivement. Alors pour le succès avec l'agent Kelvin, c'est sûr que ça n'a pas arrangé les choses. Il y avait au moins cette excuse-là à ce niveau-là, peut-être, mais bon, c'était douloureux pour lui. Alors là où son génie, c'était l'écriture. Hein. Je pense que c'est un des plus grands écrivains de son temps. Mais son œuvre philosophique, de son vivant, ça va faire pchit. Hein. Je veux dire, il aura un article élogieux en Suisse et un professeur qui s'appelle Brandes au Danemark qui fera un cours sur Nietzsche. Et c'est tout. En Allemagne, il y aura une loi du silence, un blackout total. Hein. Bon, évidemment, il s'en est pris au christianisme allemand surtout, et les chrétiens allemands lui ont bien rendu. Quoi. Enfin bon, là c'est effectivement le drame d'une volonté d'impossible qui ne se réalise pas. Donc, pour conclure, je dirais, petite critique à la phrase de Mark Twain, très belle, mais il faut quand même avoir un esprit critique. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il nous fait. Oui, ça peut marcher dans certains cas, mais parfois c'est le suicide qui est au bout. Hein. Quand vous voulez faire un truc impossible, parfois ça tourne mal. Souvent ça tourne mal. Je pense même que dans la plupart des cas, vous voulez faire un truc impossible, en général ça va tourner au vinaigre quand même, malheureusement. On ne peut pas faire un éloge de la prudence à tout prix, mais vous voyez, cette phrase, elle est à prendre avec des pincettes. C'est un coup de poker, hein, les Américains adorent le poker. Bon, je ne sais pas si Mark Twain était adepte du poker. Là, c'est le coup de poker. Bon, on a peut-être évité, je terminerai là-dessus, par un petit point géopolitique, on a peut-être évité une guerre mondiale grâce à un coup de poker, mais très dangereux. Enfin, on a peut-être évité la prise de pouvoir d'un régime totalitaire, du communisme, grâce au coup de poker de Kennedy, John Kennedy, qui a été assassiné peu de temps après d'ailleurs. Avec les fusées de Cuba, hein, quand il a dit bah oui, si vous mettez des fusées à Cuba, moi j'appuie sur le bouton rouge. Quoi. Les Russes ont eu peur, ils sont partis. C'est un sacré coup de poker. Hein. Il aurait pu, ce coup de poker aurait pu être catastrophique. Hein. Ça aurait pu être l'apocalypse nucléaire. Quoi. Mais bon, ça, heureusement, ça s'est bien passé. Après, je ne connais pas tous les dessous de l'affaire. Là, c'est un impossible, effectivement, qui a marché. Mais voilà, Adolf Hitler aussi s'est dit bah oui, tu nous disais c'est impossible de faire d'envahir l'Europe, bah, il l'a fait quoi, c'était un malheur incroyable. Il aurait mieux valu qu'il ne croit pas dans son impossible, celui-là, en l'occurrence. Oui, comme quoi, bon, il n'y a pas de. Moi j'ai pas de réponse là-dessus, hein. Ça peut être un des thèmes du débat, hein, effectivement. Comment comprendre cette phrase d'ailleurs, hein, voilà. Moi, j'ai volontairement pas cherché à la remettre dans son contexte. J'ai lu Mark Twain comme tout le monde, pratiquement. On a tous lu ou vu les films sur Tom Sawyer. Bon, c'est une belle phrase qui fait parler, mais c'est juste un point de départ pour notre réflexion. Voilà, donc je ne veux pas être trop long, j'ai suffisamment parlé, donc maintenant c'est à vous de